Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfaitement. Impeccable. Donc moi c'est Mathieu, je travaille à Decide, ça a été présenté tout à l'heure par Véronique. Alors nous on est une fabrique créative au service du travail et de l'apprentissage, et on a l'habitude de dire que notre métier c'est d'inventer des formats. Autrement dit, on fait beaucoup d'audiovisuel, on fait des vidéos, on fait des podcasts, mais on organise aussi des événements, on fait un peu de développement web, on invente des jeux. Donc on essaye d'inventer des formats créatifs, notamment au service de la formation. Et donc je vais peut-être vous donner quelques exemples de tout ça pendant cette présentation. Euh, Au sens de François Girard, je ne suis pas formateur de métier, mais il m'arrive d'intervenir en formation. Je pilote un master en école de commerce, je suis intervenu dans un master en sciences de l'éducation aussi à la faculté de Nanterre, mais je l'ai été pendant 4 ans, j'ai été formateur et ça a été mon métier principal. Et puis, j'ai mis que je suis designer, là encore, c'est pas mon métier principal, mais je fais un peu de graphisme, je fais un peu de développement web et je suis game designer, c'est-à-dire que j'invente des jeux, soit pour des clients, soit pour le grand public. Voilà, aujourd'hui, tout ce qui m'occupe professionnellement. Donc, je vais vous parler des compétences pour former aujourd'hui dans les entreprises. Et pour commencer, je vais revenir sur 3 grands impacts de mon point de vue interdépendant et qui bousculent la façon dont on enseigne et on apprend, dont on forme aujourd'hui. À ce stade de la présentation, je vous invite fortement à m'interrompre. Ça va me faire du bien de pouvoir interagir et d'avoir des questions de votre part, parce que sinon, je risque de partir dans un tunnel de 40 minutes et c'est pas ce qu'on veut. Donc, interrompez-moi, je vous en prie. Je disais trois grands impacts interdépendants. Le premier, c'est celui-là. C'est que les outils sont à portée de main. Alors, pour ceux qui ont déjà tenté d'explorer les outils techno-pédagogiques au service de l'enseignement et de l'apprentissage, vous êtes peut-être noyé dans une profusion d'offres. On les prend tous, qu'on essaie de les trier. Il y a 5 grandes familles d'outils qui sont toujours les mêmes. Et j'y reviendrai, si vous voulez devenir un formateur un peu plus digital, il faut que vous en maîtrisiez un dans chaque famille. Donc en gros, il y a 5 grandes familles d'outils à maîtriser, qui sont les suivantes. Il vous faut une plateforme, qui peut être un learning management system ou qui peut être juste un réseau social détourné. Vous pouvez utiliser WhatsApp comme plateforme ou Teams ou Slack ou LinkedIn. Vous pouvez faire un groupe LinkedIn avec vos apprenants. Voilà, vous avez une plateforme et il faut que vous sachiez utiliser ça comme outil. Il y a des outils de visioconférence, ce qu'on est en train d'utiliser actuellement, des outils de questionnaire pour faire des sondages, pour faire des quiz, pour pouvoir faire de l'évaluation des connaissances, des éditeurs collaboratifs si vous avez envie de faire travailler vos apprenants à distance. Alors ça peut être un mur de post-it, ça peut être un éditeur de texte collaboratif synchrone comme Google Docs ou comme Framapad. Si vous avez des questions sur les références des outils, je pourrais y répondre après, n'hésitez pas. Mais qui permettent de produire en sous-groupe à distance avec plusieurs apprenants. Ça, c'est peut-être moins indispensable, mais c'est intéressant si vous voulez créer de l'interaction, notamment dans des formations à distance. Et puis, si vous voulez encore aller un cran plus loin, la 5e famille d'outils, c'est de la production audiovisuelle. Si vous êtes capable de faire une petite vidéo avec votre smartphone bien fichu pour expliquer un concept ou d'enregistrer un podcast avec un collègue, vous allez faire monter d'un ou plusieurs crans vos compétences de formateur digital, mais j'y reviendrai juste après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 5 familles d'outils, vous pouvez prendre n'importe quel dispositif du digital learning, du MOOC le plus ambitieux qui s'adresse à 20 000 apprenants en simultané, à la petite formation de 8 personnes pour laquelle vous allez créer un groupe WhatsApp. En fait, à chaque fois que vous voulez intégrer du digital, vous allez toujours tourner avec ces 5 mêmes familles d'outils. Et ce qui est intéressant, la plateforme, la visioconférence, le questionnaire, les éditeurs et éventuellement de quoi produire de l'audiovisuel, c'est qu'en 2020, vous pouvez en trouver des gratuits et ils sont déjà dans vos poches. Et il est en train de se passer, ça fait quelques années qu'il se passe quelque chose de mon point de vue assez intéressant, c'est qu'on n'a presque plus besoin de faire des investissements financiers pour faire du digital learning, ce qui nous permet de faire de l'investissement pédagogique. Si, en tant qu'organisme de formation ou en tant que grand groupe, vous avez 1 000 euros, 5 000 euros, 20 000 euros à mettre,
c'est moins pertinent aujourd'hui de le mettre dans une solution toute faite, type gros LMS qui sait tout faire, que de former les gens à bien s'en servir, parce que vous pouvez faire la même chose avec des outils gratuits. Voilà, ça c'est une des grandes nouveautés qui nous frappe aujourd'hui. La deuxième grande nouveauté, c'est qu'on a des ressources en abondance. C'est très lié à la première grande évolution. Le fait qu'on ait tous des smartphones dans nos poches nous rend tous potentiellement créateurs de contenu. Vous avez une vague de production de contenu pour la formation. Alors, il y a eu toutes les plateformes de MOOC comme Coursera, comme Open Classroom, qui aujourd'hui proposent des formations complètes, très très bien fichues, disponibles en ligne. Vous pouvez apprendre un métier complètement sans dépenser d'argent de chez vous en ligne. Vous avez aussi pour l'enseignement, pour la formation initiale, des plateformes comme Khan Academy, vous connaissez peut-être. C'est plutôt pour apprendre de l'école primaire à l'enseignement supérieur. Et puis, vous avez YouTube. Je vais faire la grosse valise YouTube. Et en fait, dans YouTube, vous allez trouver des conférences TED. Vous allez peut-être trouver le replay d'une conférence comme celle-là. Vous allez trouver l'intégralité d'une émission de vulgarisation qui passait sur France 3 qui s'appelle C'est pas sorcier. Ils ont mis les 700 épisodes en ligne publiquement très récemment. Vous avez tous les créateurs vulgarisateurs sur tous les sujets, que ce soit l'histoire de l'archéologie, des sciences, etc. Vous allez pouvoir récupérer plein de contenu. Et tout le mouvement des tutoriels do-it-yourself, des gens qui vous expliquent comment faire des choses, en partant d'un site web à fabriquer un meuble, jusqu'à faire une moto, ou jusqu'à faire une formation digitalisée. Donc, ça aussi, c'est une grosse modification, c'est le fait qu'on ait des ressources en abondance, et je dirai après comment ça vient avoir des impacts sur les compétences des formateurs. Et puis, la troisième grande modification, qui en fait est la combinaison des deux précédentes, avec des nouveaux outils à portée de main et une abondance des ressources, ça crée de nouveaux usages. Ça crée de nouveaux usages de point de vue des offreurs de formation, c'est-à-dire de nouvelles pratiques pédagogiques, et de nouveaux usages de la part des bénéficiaires de formation, je pense aux apprenants, qui viennent avec de nouvelles attentes. Côté nouvelles pratiques pédagogiques, on va pouvoir hybrider de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des formations en présence, à distance, de la pédagogie dite inversée, où on va pouvoir mettre le contenu à distance en amont et profiter du moment où on se retrouve pour pouvoir faire de la mise en application, de la pratique, etc. Donc ça apporte vraiment de nouvelles cordes à notre arc pédagogique, je le dis comme ça. Et puis, récemment, avec le confinement et la crise sanitaire, on a eu une nouvelle pratique pédagogique qui s'est considérablement développée et rendue possible par tout ce qu'on a dit auparavant. C'est la formation toute à distance et tout synchrone. Auparavant, la formation à distance, globalement, c'était du e-learning. On vous demandait de regarder des ressources et éventuellement de virtuel. Et là, on a vu fleurir un peu dans l'urgence des formations tout en classe virtuelle, parfois pendant 2 jours, ce que je déconseille, ne faites pas ça chez vous. Et donc voilà, il y en a d'autres, mais je vous cite ces nouvelles pratiques pédagogiques. Je vois des gens sourire, ça vous est peut-être arrivé, pardonnez-moi si vous avez fait récemment 2 jours en classe virtuelle. Et puis, côté apprenant, il y a de nouvelles attentes aussi. Puisqu'on a des youtubeurs qui font des vidéos pédagogiques d'extraordinaire qualité, à la fois pédagogiquement et techniquement, ça devient de plus en plus difficile de voir vos supports PowerPoint peut-être pas très jolis et dans lesquels vous vous incrustez en vidéo avec une webcam où on est mal éclairé. Et, enfin, vous pouvez imaginer qu'on peut souffrir assez vite de la comparaison. J'ai vu hier un article assez extraordinaire du New York Times qui explique ce qui s'est passé techniquement lors des attentats, c'est pas des attentats, lors de l'explosion qui s'est produite récemment au Liban. Techniquement, c'est incroyable. Et pédagogiquement, on comprend tout, alors que c'est hyper complexe, c'est de la chimie, c'est des réactions, c'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est à quoi ressemblait l'entrepôt, etc. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, mais c'est une illustration de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui techno-pédagogiququement, en termes de ressources, et du fait que les apprenants s'habituent à ça. Et donc, la barre devient beaucoup plus haute pour nous, formateurs. Et puis, j'ai parlé de la qualité des ressources et aussi la qualité de l'animation qui évolue. Pendant le confinement, j'ai vu des profs de yoga faire des cours sur Instagram. Incroyable.
en termes de qualité du direct avec leur téléphone, en termes de qualité d'animation, etc. Et donc, le jour où mon prof de yoga devient meilleur que mon formateur pro, le formateur pro, il a perdu, quoi. Donc, enfin, je grossis un peu le trait, mais pour dire que le formateur, il a aujourd'hui, enfin, que l'apprenant, pardon, il a aujourd'hui de nouvelles attentes. Donc, des outils à portée de main, une abondance pardon, de ressources et de nouveaux usages côté formateur et côté apprenant. Alors, quelles compétences pour former aujourd'hui, fort de toute cette introduction? Jusqu'ici, tout va bien? Pas de questions, vous êtes avec moi? Ok, je vois des pouces en l'air. Merci. Alors, je poursuis. Je poursuis, et encore une fois, hein, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, des compétences pour former aujourd'hui, hein, Geneviève, vous en avez évoqué plusieurs lors de l'introduction. J'en ai peut-être oublié, mais j'en ai choisi 5 qui me semblent hyper prégnantes aujourd'hui, en tout cas sur lesquelles nos clients nous interpellent, qui sont vraiment des points de préoccupation pour eux. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais aujourd'hui, c'est vraiment, de notre point de vue de praticien, consultant, accompagnateur, ce qui revient le plus souvent. Donc, c'est comme ça qu'on a choisi ces 5 compétences. La première, elle est assez évidente, elle est tellement évidente que je pense que je vais aller vite. C'est animer avec le digital. Et puis, j'en ai déjà dit 2 mots, en disant que la maîtrise de son quartier général, de son QG numérique, aujourd'hui, elle devient indispensable. Hein. Si les formateurs parmi vous l'ont peut-être vécu pendant le confinement, il a fallu s'y mettre. Et puis même avant, il a fallu s'y mettre. C'est en train de devenir un incontournable, donc je ne vais même pas beaucoup insister. Retenez les 5 familles d'outils et retenez qu'il faut que vous soyez à l'aise avec au moins un outil par famille. Je mets éventuellement de côté la famille de la production audiovisuelle parce que ça, vous pouvez faire appel peut-être à un collègue plus appétent ou à un prestataire qui peut vous aider, mais sur une plateforme, un réseau social ou un LMS, savoir mettre en place et animer une visioconférence, savoir mettre en place et traiter un questionnaire, soit pour faire un sondage, soit pour un quiz, et savoir faire travailler les apprenants en équipe sur un éditeur collaboratif qui peut être un tableau de post-it ou qui peut être un éditeur de texte synchrone. Ça, voilà, c'est de notre point de vue l'espèce de mallette minimale importante pour aujourd'hui animer avec le digital. Et on a beaucoup parlé de distance, mais un jour, on va se retrouver, je l'espère, dans des salles de formation en présentiel. Et peut-être avec des grands groupes. Le digital, il est aussi très intéressant à mobiliser en présentiel. Le fait de pouvoir animer un sondage, notamment dans un grand groupe, quand vous êtes face à un amphi de 100, le fait de pouvoir faire une petite animation en mode quiz et puis l'animer comme un présentateur télé pour donner un peu de dynamisme la formation ou même proposer aux apprenants de réaliser une vidéo à mobiliser pour formater. Si vous donnez de comment on peut développer cette compétence. Et là, pour celle-là, je vais vous parler d'une pratique qui est modeste mais sympathique. Un collectif interentreprises nous a demandé d'organiser ce qu'ils appelaient des e-lunch. En gros, à l'heure du déjeuner, on venait s'approprier, main sur le clavier, l'un de ces outils dans une de ces familles, et donc vous faites intervenir, en l'occurrence elles ont fait intervenir un consultant, donc moi, qui est venu leur montrer, leur faire jouer avec, les faire jouer avec l'une de ces familles d'outils, et puis s'en est suivi un débat sur comment on pourrait l'intégrer pédagogiquement. Et donc on a fait ça avec un certain nombre d'entreprises, avec la BNP, avec le Crédit Agricole, avec Total, où leurs équipes formation en interne ont souhaité se former avec ce qu'on a appelé les e-lunch. Autrement dit, ce sont des ateliers d'acculturation aux outils digitaux. Et ça nous paraît être un bon début. La deuxième compétence importante pour former aujourd'hui, c'est concevoir des expériences apprenantes. Pourquoi c'est important ?
les constructivistes, les tenants du constructivisme en pédagogie nous ont dit je ne peux pas te faire apprendre, je peux construire pour toi des occasions d'apprendre. Et c'est encore plus vrai, je crois, à distance. Si on se met de plus en plus à distance dans la formation, je ne peux vraiment pas apprendre à ta place. Et je peux encore moins te faire apprendre. Donc, il faut apporter encore davantage de soins à la qualité du parcours et aux occasions d'apprendre que vous allez proposer, à vos apprenants, je disais, dans une approche constructiviste. L'expérience apprenant, ça vient du marketing. Hein, on parle de design d'expérience, on parle d'expérience consommateur. En fait, le point commun, c'est qu'on s'approprie les méthodes des designers. Le designer, il approche un problème, il se met en empathie avec le participant, il se met dans ses chaussures, il essaye de voir ses irritants, ce qui fonctionne pas, ce qui pourrait être amélioré. Il est créatif avec des méthodes de brainstorming, et puis il prototype, il essaye quelque chose, il fait un essai, il le met entre les mains, il voit si ça tient, si ça casse, si ça fonctionne. Et dans la conception des expériences apprenants, le mot expérience me semble important parce que je crois que les formateurs et les concepteurs devraient davantage embarquer les méthodes du design. Et notamment la dimension empathique. Quand vous animez une classe virtuelle, quand vous faites une vidéo, ou même quand vous créez votre PowerPoint, il est hyper important de se mettre vraiment à la place de celui qui reçoit, de se mettre à la place de l'apprenant et de voir ce que ça fait, de faire des tests, de lui demander son avis, etc. Donc, s'approprier les méthodes de design pour concevoir des expériences apprenants. Alors, comment on fait? Comment développer cette compétence? Vous avez une fédération de banques qui a créé même une direction de l'expérience apprenant. Et alors, ils ont déménagé, donc c'est le Crédit Agricole, hein. Ils ont déménagé il y a de ça 2 ans dans un nouveau campus flambant neuf où ils ont déménagé toutes leurs activités de formation. Des salles flambant neuves avec des beaux outils, des beaux espaces, des salles hyper digitalisées, etc. Et 1 an et demi plus tard, ils nous appellent en nous disant « On a un super campus et personne ne s'en sert ». Pour des questions d'appropriation. Et donc, on a travaillé avec cette direction de l'expérience apprenant pour travailler auprès des formateurs sur l'appropriation de ces espaces, pour imaginer de nouveaux outils, de nouveaux usages pédagogiques dans les espaces. Hein. Ils ont notamment une salle de convivialité, ils ont une salle d'exposition, ils ont un showroom sur les innovations pédagogiques. Et donc, on a travaillé avec les formateurs pour qu'ils s'approprient davantage les espaces physiques. Donc, il y avait les espaces physiques et il y avait aussi l'outillage. Et donc, on leur a fait des formations un peu ludiques. On leur a fait une espèce d'escape game dans les bureaux où ils devaient aller de salle en salle pour à chaque fois découvrir un outil pédagogique. Et donc, ils devaient résoudre une énigme. Le formateur avait disparu et il fallait le retrouver. Et à la fin, on a débriefé tout ça et on a fait la liste de tous les outils qu'ils avaient appris en disant, voilà, ça, c'est les outils que l'organisme de formation met à votre disposition. Réfléchissons ensemble à comment s'en saisir et à comment le traduire en usage pour que ce soit intéressant pour vos formations. Donc voilà, tout ce travail autour de l'expérience d'apprentissage. Et ça passe, hein, je parlais des méthodes de designer, je parlais d'empathie, de créativité, de prototypage. Sur la dimension créative, on est en train de sortir, là, pour ceux qui sont allés jeter un œil à mon profil LinkedIn, il y a un post qui en parle. C'est mon projet du moment, donc j'en parle avec beaucoup de joie parce que ça m'amuse. On a sorti un jeu de société qui s'appelle Learn Fiction, pour des formateurs, pour développer leur créativité pédagogique. Donc ça, c'est un autre exemple, hein, c'est une commande d'un de nos clients qui a souhaité travailler sur la créativité pédagogique de ses formateurs. Et donc, ils ont organisé une grande journée autour du sujet avec comme médiation, le jeu de société. C'était le choix qu'ils ont fait et je pourrais vous raconter ça un peu mieux si ça rencontre votre curiosité. Troisième compétence importante aujourd'hui, la mise en scène des savoirs. Geneviève, tout à l'heure, vous avez évoqué les compétences en communication. C'est très lié. Et pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce que l'attention devient une denrée rare. Hein. Il y a une abondance de ressources, il y a une explosion des flux d'informations. Et donc, l'attention, ça se gagne et l'attention, ça se conserve. Et pour un formateur, c'est le cas. Pour un formateur à distance, c'est encore plus le cas. On a beaucoup de concurrence en tant que formateur pour attraper l'attention des apprenants.
Et donc, il y a tout un travail sur la mise en scène des savoirs, sur notamment la qualité des ressources. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate dans le niveau de maturité chez les gens avec qui on travaille, c'est qu'aujourd'hui, l'ingénierie de formation, c'est relativement OK. À la macro, les gens savent faire de la pédagogie inversée, évaluation ici. Globalement, les briques macro, à mon avis, où il va falloir progresser chez les gens avec qui on travaille, c'est le niveau un peu plus micro, c'est passer de l'ingénierie de formation à l'ingénierie pédagogique et s'attacher à la ressource. Votre vidéo à distance, elle doit être super. Elle doit donner envie. Votre podcast, il doit être bien fichu. Votre présentation, elle doit capter l'attention. Votre prise de parole en public de formateur, elle doit être bien travaillée. Et donc, passer de l'ingénierie de formation à l'ingénierie pédagogique, comment faire ça? Comment travailler cette mise en scène? On a travaillé notamment avec un groupement d'organismes de formation qui a voulu faire une grande journée main dans le cambouis pour apprendre à mettre en scène les savoirs. Et donc, il y avait 4 stands. L'un dans lequel on apprenait à faire une vidéo avec un iPad à 0 € en 1 heure. L'un dans lequel on apprenait à faire avec 2 iPads une émission de télé en direct pour passer du webinaire un peu classique au plateau télé. Avec de l'écriture, avec une petite régie de montage, etc. Et encore une fois, seulement avec 2 iPads, 3 iPads, il faut un troisième pour faire la régie, avec une diffusion en direct sur YouTube. Un stand où on a appris à faire des podcasts bien écrits pour attirer l'attention et créer des conversations, et un stand où on a appris à introduire le jeu en formation. Donc ça, c'est une façon de travailler sur cette mise en scène des savoirs. C'est, en l'occurrence, la solution qui a été retenue, c'est cette journée innovation. Vous avez EDF avec qui on travaille sur des ateliers de communication pédagogique. Et donc pour les formateurs, on fait une série d'ateliers d'une demi-journée à chaque fois. Un atelier sur le pitch, un atelier sur faire de bonnes présentations visuelles, un atelier pour réaliser des infographies, un atelier sur les prises de parole en public plutôt formatted. Et donc là, on travaille vraiment sur la communication pédagogique des formateurs. Et puis on a Chanel qui nous a demandé à la direction de la formation de leur apprendre à faire des tutoriels. Des tutoriels avec Camtasia, vous connaissez peut-être, c'est un outil de screencasting qui permet d'enregistrer ce qui se passe sur son écran, mais aussi de le faire avec un smartphone. Et la commande qu'ils nous ont faite, c'est on veut que ce soit reproductible avec un minimum d'argent, y compris pour pouvoir envoyer le matériel à des gens dans d'autres pays pour qu'ils puissent refaire la même chose. Et donc le matériel, il était très simple. C'est un petit trépied à 15 € si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir fixer son smartphone et bien le mettre et avoir une bonne vue. Et un petit micro-cravate avec un fil à 20 €. Et donc, ils ont envoyé partout des petits kits avec un guide d'utilisation, le trépied et le micro-cravate, en disant prenez vos smartphones et apprenez à faire de bonnes vidéos, de bons tutoriels pour pouvoir avoir une espèce de banque de ressources collectives. Et donc, c'est intéressant de bosser avec eux là-dessus parce que il y avait un petit côté défi où vous recevez chez vous votre bureau, votre colis, et on vous dit votre mission, si vous l'acceptez, c'est de réaliser une vidéo en 48 heures. Le petit défi surprise. Quatrième, assez vite parce que vous l'avez largement évoqué, je crois que c'était le cœur des conclusions de posture d'accompagnant. Pourquoi c'est important ? On l'a dit, hein, des bonnes ressources avec de la bonne expertise à l'intérieur, il y en a plein le web. Et mécaniquement, la valeur ajoutée du formateur, elle se déplace. Les postures se renversent. Il faut passer d'une posture d'expertise à une posture de facilitation. On n'a pas le choix parce que si on n'est que expert, bien sûr, si on sait faire les deux, c'est bien. Mais si on est que expert, en fait, franchement, on ne peut pas se battre contre YouTube. Il y a des vulgarisateurs qui feront toujours mieux que nous. Ce que je suis en train de raconter, je suis sûr qu'il y a une vidéo sur YouTube qui est toujours meilleure que la mienne. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait là ? C'est pour ça que j'espère que vous aurez des questions. Donc, on est obligé de déplacer la valeur ajoutée vers des postures appelez-les comme vous voulez, de mentor, de coach, de tuteur. Et ça, c'est vrai du point de vue individuel. En particulier à distance, il faut prévoir un accompagnement technique et pédagogique.
Il y a la question de la personnalisation des parcours. Alors ça coûte cher, on ne peut pas toujours bien individualiser et personnaliser les parcours, mais à minima, on peut avoir en tête des ressources à flécher, pourquoi pas facultatives, dans des parcours à distance. Et puis, vous avez beaucoup insisté là-dessus, à l'échelle individuelle, c'est accompagner l'auto-formation. Apprendre à apprendre, créer des environnements personnels d'apprentissage. Et ça, la bonne façon d'y arriver, c'est de le faire pour soi. C'est d'apprendre à le faire pour soi, de nous-mêmes en tant que formateurs, d'avoir son environnement personnel d'apprentissage, de travailler son apprendre à apprendre, de même se former au sujet. Et donc là, ce qu'on a fait il y a quelques temps, c'est des ateliers pour les formateurs intitulés « Apprendre avec le web » ou « Créer son environnement personnel d'apprentissage ». Grosso modo, ce qu'il y a dans un environnement personnel d'apprentissage, c'est des outils et un réseau. Un réseau au sens écosystème, des gens avec qui se mettre en contact, qui partagent un centre d'intérêt professionnel pour pouvoir en parler ensemble. Et autrement dit, c'est comment on organise sa veille et comment on est en prise avec l'actualité sur un sujet métier et comment on en discute avec ses pairs. Et force est de constater que les pionniers sur ce sujet, ça a été les formateurs. L'un des premiers MOOC francophones qui a cartonné, c'est un MOOC qui s'appelle ITIPA, ça veut dire Internet outils pour apprendre. Vous le connaissez probablement. C'est un MOOC de formateurs pour apprendre pour rester en veille, pour discuter avec son réseau professionnel et pour toujours faire ça. Donc, le conseil, apprenez à le faire vous-même et c'est comme ça que vous pourrez accompagner vos apprenants sur l'auto-formation, l'apprendre à apprendre et l'environnement personnel d'apprentissage. Et là, j'ai parlé de l'accompagnement au point de vue individuel, mais il y a une autre compétence un peu sous-jacente dans cette partie, c'est l'accompagnement des collectifs. En particulier à distance, vous avez compris le point, l'angle. Le formateur devient de plus en plus community manager ou animateur de communauté d'apprentissage. Et ça, vous avez déjà une bonne partie des choses pour le faire. Vous avez maîtrisé votre réseau social, votre LMS, dans le QG numérique, souvenez-vous. Ce qu'il va falloir développer, c'est deux choses. La première, c'est comment vous faites pour que sur votre QG numérique, les gens conversent. Et ça, l'écueil classique, c'est de dire... je vous envoie de la veille et je vous demande votre avis, sauf que souvent la veille, c'est déjà des écrits de gens meilleurs que nous qui ont réfléchi, etc. Et quand on vous demande, alors qu'est-ce que vous en pensez? Les gens disent oui, je suis d'accord, mais 3 fois 5 conversations. La première, c'est de faire des appels à contribution. La deuxième, c'est de faire des sondages. Et là, contre ça, oui, bon, ça, et un peu sous un format ludique, d'essayer de faire converser les gens. Et c'est comme ça qu'on peut développer des compétences d'animation de communauté à distance. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est vrai à distance, c'est vrai en présentiel, c'est la convivialité. Comment on crée de l'informel, comment on crée de l'extra-professionnel dans les relations, dans un monde où on ne peut plus s'arrêter à la machine à café parce qu'on est à distance. Comment développer cette compétence côté collectif? On a travaillé avec j'en ai peut-être déjà parlé, le Fonds de formation des agriculteurs en France, avec des futurs animateurs de communauté. On les a invités à suivre un MOOC sur en gros, maîtriser son environnement numérique de travail au travail. C'est comment servir de sa messagerie, gérer son temps, etc. Peu importe le thème. Ils l'ont suivi. Nous avons animé la communauté autour de ce MOOC en tant qu'accompagnant. Et puis ensuite, ils l'ont refait pour toute leur entreprise. Et cette fois, c'était eux les animateurs de communauté. Et donc, ils ont suivi une première fois le MOOC et ensuite, ils ont animé ce MOOC. Ils ont ajouté une espèce de surcouche social learning sur un MOOC existant. Et ils se sont entraînés à animer la communauté sur la base des ressources du MOOC. Donc ça, c'est une façon de développer cette posture si vous avez besoin de former vos formateurs en interne. Et voilà pour cette partie. Et puis la dernière, et j'en ferai aussi ma conclusion, la dernière compétence, c'est la compétence d'explorateur. Je dirais même explorateur bricoleur. Essayer des choses à peu de frais qui coûtent pas cher pour voir si ça fonctionne. C'est toujours en lien avec cette notion de designer prototypeur qui essaie des choses, qui voit si ça fonctionne avant de faire des investissements lourds. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'apprendre,
ça permet d'aller plus vite parce qu'à mesure que vous allez savoir faire de plus en plus de choses, vous aurez besoin de moins en moins de personnes pour travailler avec vous, pour créer un dispositif, et donc vous allez réduire les coûts de coordination. Si vous savez faire une prise de son avec votre ordinateur pour faire un petit podcast, vous n'avez pas besoin d'un prestat pour vous faire le podcast. Je prends juste cet exemple. Et comme en plus vous êtes déjà pédagogue et vous êtes déjà expert de votre sujet, vous allez tout de suite faire un podcast à la haute qualité pédagogique et vous allez largement économiser le temps du briefing. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs cordes à son arc parce que vous allez réduire vos coûts de coordination. Et pour savoir le faire, il faut un peu cette logique de maker, de faiseur. Et donc, pour la développer, il y a une façon de faire intéressante pour favoriser le passage à l'action, c'est le fond de salle. On a fait ça avec la RATP, c'est la régie de transport parisienne qui s'occupe des métros et des bus. On a fait une formation sur l'innovation pédagogique, hyper classique, dans une salle où on a réfléchi, brainstormé, fait des petites choses. Et après, on préparait avec chaque participant une séquence. Et nous, on allait se mettre en fond de salle. Et donc, histoire de favoriser le passage à l'action. Donc, on l'a préparé avec eux en amont. On venait les regarder pendant et on les débriefait avec eux en aval. C'est un fond de salle hyper classique, sauf qu'il est très orienté sur une séquence d'innovation pédagogique. Et donc, ça a permis aux formateurs dans des formations classiques de 4 jours, à un moment, sur une matinée, essayer un format innovant, pouvoir avoir un débriefing avec un consultant et ensuite partager avec les autres formateurs de la communauté ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et créer ainsi une espèce de bibliothèque d'innovation pédagogique qui fonctionne. L'autre façon d'explorer, on a joué avec nos clients, on les a invités à créer un MOOC à 0 €. Donc on leur a demandé de faire une formation tout à distance, uniquement avec leur smartphone. Et donc toutes les vidéos, ils les ont faites avec leur smartphone, toute l'animation de la communauté, ils les ont faites dans Slack avec leur smartphone, etc., etc. Et puis un dernier exemple, on a travaillé avec un organisme de formation où là, ils voulaient changer leur learning management system, leur grosse plateforme de formation. Et on leur a dit, plutôt que de payer 50 000 € pour avoir le gros paquebot, je vous lance un défi, on va essayer d'en faire un à 0 €. Vous allez réfléchir à tout ce qu'il vous faut, et puis on va le bricoler. Si vous avez besoin d'un dépôt de documents, on fera un Google Sheet. Si vous avez besoin d'une plateforme, on utilisera LinkedIn. Bon, bien sûr, hein, ça appartient à Google, ça appartient à Microsoft. On n'a pas forcément envie de mettre ces données à cet endroit-là, mais ça a permis de faire un prototype à 0 € qui leur a permis ensuite de s'apercevoir que ça, c'était hyper utile, il fallait qu'ils mettent le paquet. Et ça, en fait, on n'en voulait pas, ça ne sert à rien. Et donc, c'était assez intéressant pour caractériser leurs besoins sans commencer par faire le gros chèque. Et donc voilà, vous avez compris, cette là, c'est de passer de l'ingénierie pédagogique à l'ingéniosité pédagogique. Et je vous laisse avec ça, c'est peut-être ma principale recommandation, si je pouvais vous en donner une, c'est allez-y, passez à l'action, essayez. Voilà pour moi.